Bienvenue, bonsoir à tous. C'est un plaisir de démarrer la semaine avec vous sur RTI 1. La date du 30 juin 2022 va marquer la fin du statut de réfugié ivoirien. 51 000 Ivoiriens sont encore dans des pays d'asile où ils bénéficient de la protection internationale grâce à ce statut. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, le HCR et les pays d'asile révisitent ensemble la feuille de route. La Côte d'Ivoire est dans une dynamique économique d'investissement massif pour un mieux-être des populations. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a présenté les orientations budgétaires 2022-2024 avec une hausse de 15,1% du budget 2022. Sécurité routière, la sensibilisation laisse place à la répression. À partir de demain, le lancement officiel de la vidéo-verbalisation a eu lieu aujourd'hui. Le mode opératoire de la vidéo-verbalisation a été expliqué par le ministre des Transports et celui de l'Intérieur et de la Sécurité. Il garantit la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le nouvel homme fort de la Guinée, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a eu une rencontre ce lundi avec tous les membres de l'ancien gouvernement et aussi les responsables d'institutions. Merci de nous rejoindre ce lundi soir pour le 20h du jour, journal décalé, en raison de la rencontre de football Côte d'Ivoire-Cameroun. Et pour cette deuxième journée des éliminatoires pour le Mondial 2022 dans la zone Afrique, la Côte d'Ivoire l'a emporté face au Cameroun sur un score de 2-1. Revoyons ces buts inscrits par l'Ivoirien Sébastien Haller et pour le Cameroun par Nicolas Moumi. Maxwell Cornet, mais déjà il y a l'écran camerounais. Il ne va pas loin. Alors il marque. Et voilà la course folle du capitaine qui est sur le banc de touche. Odilon Kosonou. Voici Evra qui passe. La récupération et la frappe. Goal! Attention à cette frappe camerounaise. Sylvain Kowo, il est pris à contre-pied. C'est bien exécuté. Et la Côte d'Ivoire qui célèbre cette victoire de ses pachydermes. À partir du 30 juin 2022, les Ivoiriens établis hors du pays depuis la crise post-électorale ne bénéficieront plus du statut de réfugiés. Depuis ce matin, une rencontre régionale se tient à Abidjan sur le sujet. Des échanges entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les représentants des pays d'asile. Cette rencontre prend fin demain, mardi. Laure Goretti et Sidonie Davila. Dans un an, précisément le 30 juin 2022, le statut de réfugié ne sera plus accordé aux Ivoiriens en exil. À cet effet, une réunion régionale se tient à Abidjan sur 2 jours entre les autorités ivoiriennes, le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR et les représentants des pays d'asile. Au terme de cette rencontre, la signature d'une déclaration conjointe des représentants des différents pays d'asile ainsi que l'application de la cessation du statut de réfugié. Cette réunion régionale sera l'occasion de convenir des mesures concrètes pour la résolution définitive de la situation des réfugiés ivoiriens. Retourner chez soi reste l'espoir le plus fort pour les réfugiés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés poursuivra ses efforts pour répondre aux aspirations au retour des réfugiés ivoiriens et faciliter également leur réintégration durable dans leur communauté. Alors que 51 000 réfugiés ivoiriens sont toujours dans les pays d'asile, aujourd'hui, 276 000 Ivoiriens ont volontairement regagné la patrie. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, réaffirme la volonté du gouvernement à favoriser le retour des réfugiés. En vue d'encourager ceux de nos compatriotes encore hésitants à revenir en Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, tout en prenant en compte leurs préoccupations, a signé le 6 août 2018 l'ordonnance numéro 2018-669 portant amnistie en faveur de toutes les personnes détenues ou poursuivies pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011 ou des infractions contre la sûreté de l'État
commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, ainsi que des militaires et des membres des groupes armés. C'est à Genève, en Suisse, à la 72e session du comité exécutif du HCR, qui aura lieu en octobre 2021, que l'annonce officielle de la cessation du statut pour les réfugiés ivoiriens se fera. Le Sénat dans la capitale ivoirienne Yamoussoukro a abrité le débat sur l'orientation budgétaire 2022-2024. Il est à noter une hausse de 15,1% du budget 2022. Il va s'établir à 9 677,4 milliards de francs CFA. Kadia Sogodogo. Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, est au Sénat avec le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024. Le débat d'orientation budgétaire sur cette période avec la Commission des affaires économiques et financières vise à savoir de combien le pays dispose, d'où tire-t-il cet argent, que va-t-il en faire. Il est bon de savoir que pour 2021, une croissance de 6,5% pour le produit intérieur brut est à noter. Pour 2022, le budget de l'État va connaître une hausse de 15,1% pour afficher 9 670,4 milliards de francs CFA. La hausse va s'accentuer pour atteindre en 2024 11 473,4 milliards de francs CFA. Une dynamique économique synonyme d'investissement de masse au profit des populations. Ce sont des ressources qui vont être prioritairement aller vers l'amélioration des conditions de vie des populations, donc des investissements dans les infrastructures et les biens d'équipement collectifs, la santé, l'éducation des Ivoiriens, les routes, l'énergie, ainsi de suite, qui permettront donc de garantir la pérennisation de notre rythme de croissance actuel. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. 68% du budget sur cette période seront ainsi consacrés aux dépenses de l'État en rapport avec le Plan national de développement PND 2021-2025. Rencontre sous-régionale à Abidjan des experts de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Ils se penchent sur l'amélioration du système d'information énergétique. Cette mise à jour va permettre de mieux planifier le développement structurel. Jean-Luc Mangbo. C'est un outil stratégique de décision pour l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre des politiques énergétiques de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le système d'information énergétique au centre de cet atelier présente des avantages indéniables. Ça nous permet aujourd'hui de connaître l'offre, n'est-ce pas, de production des différents pays à travers les types d'énergie, mais aussi à partir de là, de pouvoir planifier les infrastructures énergétiques qu'il faut mettre en place, puisque nous avons la demande en face. Donc c'est un instrument de planification et je crois qu'il est très utile. En échangeant leur expérience ainsi que les données sur le secteur, les experts venus des 8 pays membres de l'UEMOA contribueront tant à l'amélioration de la culture de la comptabilité qu'à la planification énergétique. Pour la Côte d'Ivoire, donc, ça va permettre une meilleure connaissance des données donc, des différents pays de l'espace. Et vous savez que la Côte d'Ivoire est un hub énergétique dans la sous-région. Donc, à partir donc, de la meilleure connaissance et du partage donc, des connaissances, des informations énergétiques dans les autres pays, on pourra donc s'organiser mieux pour faire face à cette demande sous-régionale, de sorte à être toujours au centre de cette activité énergétique dans la sous-région. Les 50 experts du secteur auront 5 jours pour procéder à la restitution des travaux d'amélioration de cette plateforme, mais également pour former les équipes techniques en charge de l'exploitation de cette plateforme dont la mise en œuvre a été financée par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF et l'UEMOA. Lutte contre l'incivisme sur les routes, la vidéo-verbalisation est une des pièces maîtresses du nouveau dispositif mis en place par la Côte d'Ivoire. La phase de répression commence demain, mardi 7 septembre. Une conférence de presse conjointe du ministre des Transports et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a permis d'expliquer le fonctionnement de cet élément nouveau. Tanguy Tanguy. À ce carrefour, sur le boulevard de France, face à une des entrées de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, des caméras
veillent au respect du code de la route. Excès de vitesse, non-respect des feux tricolores, plaques d'immatriculation non conformes, le compte à rebours pour la répression des infractions au code de la route commence bel et bien ce lundi à minuit, sur toute l'étendue du territoire. C'est l'information principale de la conférence de presse conjointe du ministre des Transports et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Vagondo Diomandé a renouvelé son engagement à accompagner le processus. Je voudrais en appeler à l'ensemble de nos concitoyens et de tous ceux qui vivent sur notre territoire au respect des règles établies, au respect des règles de conduite. Après plusieurs mois de sensibilisation et une phase pilote de la vidéo-verbalisation qui a récolté plus de 3000 infractions, le ministre des Transports passe à une autre étape de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière, en comptant sur l'implication de tous les Ivoiriens. Il nous appartient tous pour ne pas être des victimes, parce que 1500 morts à l'année, on peut tous être parmi les 1500 morts. Sauvons des vies ensemble. Donnons l'image d'un pays organisé, discipliné, moderne, comme le souhaite le président de la République et comme le souhaite l'ensemble de nos compatriotes. La vidéo-verbalisation s'appuie sur un dispositif de 6000 caméras déployées dans le district d'Abidjan et dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Entre autres défis des autorités, mettre fin aux accidents de la circulation qui, en plus de causer des pertes en vies humaines, font perdre 3% au produit intérieur brut, soit 300 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne. La Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil participe activement à ce combat contre l'insécurité routière au programme sensibilisation, information, invitation au respect du code de la route. Moussa Konaté pour l'étape d'Adzopé dans le sud ivoirien. Stop à l'incivisme sur la route. La Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil s'implique dans la sensibilisation. À la gare routière d'Adzopé, une délégation conduite par le président Nfali Soumaoro est allée au contact des acteurs du transport. Le message est précis, un appel au respect du code de la route et au changement de comportement. Dépassement dangereux, faute de physique technique, passer au feu rouge, véhicule défaillant, véhicule qui roule avec le gaz. Les chauffeurs que vous êtes, vous avez beaucoup de responsabilités dans les accidents. Et pour mettre fin à ça, à partir du 7 septembre, il n'y a plus de sensibilisation, la place est à la répression. La Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil se réjouit de la mise en place de la stratégie nationale pour la sécurité routière, une initiative de l'État ivoirien afin de réduire au maximum les accidents de la circulation. Les accidents de la route tuent, le coronavirus aussi. L'État de Côte d'Ivoire continue de faire face à la pandémie, en priorité le dépistage et la vaccination. Ce lundi 7 septembre, 201 nouveaux cas de Covid-19, 179 guéris et 10 décès, portant à 57 056 le nombre de cas confirmés, 477 le nombre de décès et 1775 cas encore actifs dans le pays depuis le début de la pandémie. Et les autorités sanitaires continuent de sensibiliser au respect des mesures barrières et appellent à la vaccination. Elle est gratuite et volontaire. Les étudiants et le personnel de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS se sont vaccinés aujourd'hui contre la maladie à coronavirus. Grâce Kando. À travers ce geste, les étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS de l'antenne d'Abidjan reçoivent leur première dose de vaccin contre la Covid-19. Je suis venue me faire vacciner pour ne pas contaminer ma famille, mes collègues et moi-même, pour éviter les formes graves de la maladie. Ces derniers temps, il y a beaucoup de cas. Donc, je conseille aux autres de venir se faire vacciner. Nous sommes, en tant qu'agents de santé, parmi les personnes les plus exposées. Donc, justement, pour nous protéger nos étudiants, qui sont appelés à aller en formation sur le terrain dans les différents centres, nous avons voulu ces séances de vaccination. En plus des étudiants de l'INFAS, le corps enseignant et le personnel administratif sont aussi concernés par cette séance de vaccination qui dure 3 jours.
J'encourage d'abord tout le personnel de santé parce que nous sommes une institution qui formons des infirmiers, des sages-femmes, des techniciens et autres. Je voudrais leur demander de faire le vaccin car la maladie à Covid-19 est réelle. Après l'antenne d'Abidjan, cette campagne de vaccination va s'étendre également aux autres structures de l'INFAS représentées dans 5 localités à l'intérieur du pays. À terme, ce sont 12 000 personnes qui seront vaccinées contre la Covid-19. Le centre de santé rural de la sous-préfecture de Sapli-Sepingo, c'est à Bandoukou, vient de recevoir une ambulance médicalisée. C'est la fin des difficultés pour évacuer les malades. Herman Yamia. C'est une promesse de campagne qui vient de se concrétiser. De passage dans cette sous-préfecture de Sapli-Sepingo, pendant les élections législatives, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, avait promis une ambulance au village. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le centre de santé rural du village vient de bénéficier d'une ambulance flambant neuve. Un soulagement pour les populations qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au ministre d'État, Kobina Kwasi Adjumani. Le ministre vient de nous offrir une ambulance médicalisée qui faisait partie de nos préoccupations. Cette ambulance va contribuer à améliorer l'état de santé des parents. C'est au cours de la finale d'un tournoi de football dénommé Gwesegeta, qui veut dire la même famille en langue Koulango, dont il était le parrain que Kobina Kwasi Adjumani a remis cette ambulance. Il a profité de l'occasion pour exhorter les populations à l'union afin de bénéficier encore d'autres projets de développement. Depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, les réalisations qui ont été faites dans notre région, beaucoup de réalisations. Avant, quand on vient, la première doléance, c'était de dire nous voudrions que nos villages soient électrifiés. Et je suis heureux aujourd'hui qu'en étant ici, on n'ait même pas parlé de villages électrifiés, parce que le président Alassane Ouattara y a déjà travaillé. La plupart de nos villages sont électrifiés. Ce tournoi de football qui se veut un creuset d'unité et d'entente entre les populations des 3 sous-préfectures Sapli-Sepingo, Yezimala et Laoudiba a été l'occasion pour les initiateurs de primer les meilleurs élèves du primaire. Ils ont reçu des kits scolaires et des diplômes d'honneur. Direction le Pays Baoulé pour la célébration de l'Anaya, la fête de l'Igname, dans le département de Bokanda. Cette célébration a également permis de parler développement. Voyons cela avec Léon Brou. À Moroki, dans la sous-préfecture de Nzekre-Nzessou, département de Bokanda, le ministre Amédée Kouakou et le secrétaire d'État Lata Ingesan Kofi remettent aux populations la maternité et les 3 salles de classe ainsi que le dispensaire, respectivement construites et réhabilitées par le conseil régional d'Unzi. En plus de ces infrastructures, le village est équipé d'électricité, d'eau potable et d'écoles, toutes réalisées par l'État, véritable coup de fouet au développement que reconnaissent les 5000 âmes d'Amoroki. C'est vrai que les enfants du village et d'autres bienfaiteurs nous ont apporté quelque chose, mais l'essentiel du développement d'Amoroki, c'est l'État qui l'a réalisé. C'est pourquoi, en tant que président de la mutuelle, j'ai tenu à organiser cette fête-là pour honorer l'État de Côte d'Ivoire. Entre autres réalisations à l'actif des populations, les lotissements et surtout ce foyer polyvalent d'Amoroki. Pour saluer la reconnaissance de la localité à l'État, le ministre de l'Équipement et le secrétaire d'État chargé des logements sociaux expliquent qu'Amoroki prouve ainsi que la dynamique de développement du président Alassane Ouattara prend effectivement en compte tout le territoire national avant d'appeler à adhérer à la vision de paix et de développement du chef de l'État et son gouvernement. Vous soyez convaincus que la taille et Kramokasi ne peuvent pas vous conduire sur un chemin qui mène aux difficultés. Notre souci, c'est d'apporter le développement. Cette région a besoin de développement, mais ce développement, on ne peut l'apporter que lorsqu'on rentre dans la vision du président Alassane Ouattara. Parce que la vision du président, c'est d'apporter le développement aux Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Mais tout ce dont ils ont besoin ne peut se faire que lorsque notre pays est en paix, lorsque les Ivoiriens s'entendent. Ces messages du ministre Amédée Kouakou et du secrétaire d'État Lata Ingesan Kofi à l'occasion de l'Anaya aux fêtes de l'Igname pour célébrer l'avènement de la nouvelle Igname et l'autorisation
à sa consommation à Amoroki. Les étudiants ont décidé d'endosser des costumes d'acteurs de paix et se sont réunis à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le point de leurs échanges nous est proposé par William Kakou et Jean-Marc Diadji. La réconciliation nationale au centre des réflexions des acteurs de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Impliquer les étudiants et la jeunesse dans ce processus relève d'une nécessité pour les enseignants-chercheurs. Le Bureau national de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion de cette conférence pour inciter ses membres à éviter la violence et à être responsables. C'est avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'enthousiasme, nous accueillons le message qui a été lancé d'avoir un comportement exemplaire, de sensibiliser nos étudiants à adopter en tout cas des comportements responsables. La présidence de l'université de Cocody, à travers ses conférenciers, a exhorté les étudiants des 13 unités de formation et de recherche à rejeter l'indiscipline et à prendre une part active au processus de cohésion sociale. Très éprouvée par les différentes crises sociopolitiques, l'université d'Abidjan s'engage à être un cadre d'échange pour l'avancée du dialogue politique. Ces étudiants sont des jeunes. C'est l'avenir de demain. Je leur ai dit toujours de prendre conscience des mauvais comportements de politique que nous sommes. Les initiateurs de ce projet de réflexion sur la paix en milieu estudiantin comptent l'étendre dans les 4 autres universités du pays. À San Pedro, la 15e journée nationale de la solidarité a pris fin ce lundi. 37 personnes ont été décorées pour leurs actions en faveur de la solidarité. Sam Conan. San Pedro, capitale de la solidarité, symbolisée par cette stèle dévoilée et cet arbre planté ce jour, à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la solidarité. On se souvient, la ville balnéaire a fait l'objet de plusieurs inondations lors des pluies diluviennes et de nombreux incendies, avec mort d'hommes et de nombreux dégâts matériels. Grâce aux actions de solidarité des populations, les victimes ont été assistées. C'est donc en reconnaissance que la 15e édition de la Journée nationale de la solidarité a été organisée à San Pedro. À la cérémonie officielle à la place à Sangaré-Georges, Miss Belmondo Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a lancé cet appel. Pourquoi pas l'appel de San Pedro à l'ensemble des composantes de la population, toutes couches économiques, sociales et politiques confondues, à une véritable appropriation de la notion de solidarité. Ériger la solidarité en valeur nationale est plus qu'une exigence pour l'équilibre et l'unité de la nation. Il est temps qu'unis derrière le président Alassane Ouattara, nous puissions véritablement regarder le chemin de la Côte d'Ivoire solidaire. Cette Côte d'Ivoire qui permettra dans la cohésion de nos peuples et dans la solidarité de nous tourner vers son développement. Le Premier ministre Patrick Achi, par la voix de sa représentante Anne-Désirée Ouloto, à cette 15e édition de la Journée nationale de la solidarité, invite les Ivoiriens à se remettre en cause. Je voudrais vous inviter à une introspection, à redescendre en nous et à nous interroger. Si nous vivions dans un monde sans solidarité, si nous vivions dans un monde où chacun ne se préoccupe pas de l'autre, la Côte d'Ivoire est une grande famille. Et que dans cette grande famille, nous devons apprendre à vivre ensemble. Comment vivre ensemble dans une telle famille? C'est d'abord par la solidarité. Ne jamais être heureux seul. 37 personnalités des différentes couches socio-professionnelles ont été distinguées dans l'ordre du mérite de la solidarité. Il s'agit de 6 commandeurs, 14 officiers et 17 chevaliers. Des vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA ont été remis aux personnes sinistrées. Une conférence publique en rapport avec la solidarité et des matchs du gala ont également meublé cette 15e édition de la Journée nationale de la solidarité à San Pedro. La délimitation des territoires et le certificat foncier, des solutions pour mettre fin aux conflits fonciers et préserver l'harmonie intercommunautaire. C'est ce que la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme a proposé aux populations de Ouagayo dans la région de Gagnoa. Eugène Atoubé. Toute personne des Caraïbes
de se rendre sur la place publique. À la place publique de Karaï, les populations assistent à une série de conférences. Les thèmes sont développés par les directeurs régionaux. Objectif, susciter l'intérêt des hommes, des femmes et des jeunes de ce village sur les grandes questions d'actualité relatives à la vie de la nation et à l'existence des populations. Le foncier rural et la délimitation des territoires des villages ont focalisé toutes les attentions. Tous les villages sont circonscrits par des rivières et des marigots. Et au-delà de la rivière ou bien du marigot, c'est ça les limites naturelles. Bon, il y a des gens, pour d'autres raisons, ne veulent pas dire la vérité. Voilà, c'est cette façon de faire là qui crée problème. On a des frères qui ont tout vendu de nos parents. Les forêts, les terrains. Et comme nous sommes des femmes, donc on est resté dans cette peur-là. Mais aujourd'hui, ils nous ont renseignés, ils nous ont informés. On peut maintenant rentrer chez eux pour nous diriger. Karaï est dans le département de Gagnoa, l'un des villages où les conflits ayant pour cause lointaine ou immédiate la terre sont aujourd'hui souvenirs. Les populations ont compris la nécessité et l'intérêt d'adhérer à l'opération d'identification de leurs terres menée par le gouvernement afin d'obtenir leur certificat foncier ou être déclarés détenteurs des droits coutumiers. Pour autant, la réalité est édifiante. La délimitation des territoires rencontre de nombreux obstacles malgré les campagnes d'information et de sensibilisation que mène l'AFOR, l'agence du foncier rural. On a des difficultés pour avoir les sachants, ceux qui peuvent nous donner les renseignements sur un village. Or, c'est la clé de voûte de l'opération. Mais avec l'appui des autorités telles que les préfets et sous-préfets, nous arrivons à surmonter ces difficultés. Nous sommes aujourd'hui à près de 200 certificats fonciers pour le département de Gagnoa. Les experts ont objecté à faire leur certificat foncier en passant en revue les éléments essentiels des différents textes de la loi de 1998 jusqu'en 2004, jusqu'en 2019. Dans la coutume, les femmes n'héritaient pas. Mais aujourd'hui, nous leur avons fait comprendre que les femmes ont droit aussi à hériter de la terre. Hier, victimes de tabous, de projets et des normes sociales en pays BT, aujourd'hui, les femmes de Karaï sont en droit de revendiquer leur part de terre et y avoir accès. Et pourtant, malgré le changement de paradigme, elles ne manifestent pas de volonté à obtenir leur certificat foncier. Dans un village où le comité de gestion foncière et rurale ne mène plus depuis belle lurette des campagnes d'information et de sensibilisation sur le processus d'obtention de cet acte administratif. Le FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, s'ouvre demain. Depuis 5 ans, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et la Fondation Magic System sont en partenariat sur l'événement en vue de faire la promotion de la formation professionnelle durant le festival. En sport, la 2e édition du gala international de boxe dénommé Le Choc des Titans a été officiellement lancé. Le 2 octobre prochain, le Palais des Sports de Treichville va vibrer au rythme de 7 combats. En vedette, l'Ivoirien Youssouf Doumbia qui met en jeu sa ceinture intercontinentale face à l'Italien Francesco Lesi. Moyabi Diabaté et Samuel Medj. Couronné champion intercontinental des poids moyens IBA, le 18 décembre dernier à Abidjan, Youssouf Doumbia mettra sa ceinture en jeu le 2 octobre prochain face à l'Italien Francesco Lesi. Au cours d'une conférence de presse qui a réuni plusieurs invités, Ismaël Traoré, le directeur Afrique d'Orgaplan, structure promotrice du gala, a donné l'information. Le combat aura lieu au Palais des Sports de Treichville à travers un show à l'américaine avec un lever de rideau, 4 combats amateurs et 2 combats professionnels. Pour le boxeur ivoirien, l'enjeu est capital. En cas de victoire, il pourra aspirer à la ceinture IBA internationale. Nous sommes en train de créer aujourd'hui une situation dans laquelle on veut intégrer cette jeunesse-là pour qu'elle rêve de par le sport. Et on a commencé timidement. Nous sommes à la 2e édition aujourd'hui. Nous espérons que le 2, toute la Côte d'Ivoire va répondre présent pour soutenir Doumbia Youssouf, pour que Abidjan soit encore en lumière. Surnommé le gladiateur libre, Francesco Lesi, âgé de 32 ans, compte au total 34 combats pour 14 victoires, 2 nuls et 18 défaites, soit un taux de 27% de victoire.
Cette deuxième édition du Choc des Titans devrait nous offrir un très beau spectacle le 2 octobre prochain et l'artiste Abou Nidal a annoncé les couleurs en ajoutant une note de gaieté à la cérémonie. Le monde du cinéma perd ce lundi un grand nom. L'un des derniers monstres sacrés du cinéma français, Jean-Paul Belmondo, s'est éteint chez lui à Paris à l'âge de 88 ans. Celui qu'on surnommait le Magnifique ou encore Bébel laisse derrière lui une filmographie très riche. Il aura tourné dans pas moins de 80 films. En Guinée, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a eu une rencontre ce lundi avec tous les membres de l'ancien gouvernement et aussi avec les responsables d'institutions. La réunion a été retransmise à l'extérieur du Palais du Peuple par des haut-parleurs. Le nouvel homme fort guinéen assure de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Il garantit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le porte-parole de l'armée a annoncé l'ouverture des frontières terrestres et aériennes pour les échanges commerciaux et humanitaires. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 24 ponts et 3 échangeurs pour améliorer la circulation à Abidjan et à l'intérieur du pays. Votre magazine La Côte d'Ivoire en marche met en lumière ces infrastructures et c'est tout juste après ce journal. Merci donc de rester avec nous sur RTI 1. Bonsoir.